Bonjour à tous. Philippe Biexorek pour Minalogique devant le micro. Je remercie tout de suite Global qui nous accueille une nouvelle fois pour héberger les webinars. Donc c'est un bel outil comme vous pouvez le voir. Je vais tout de suite passer la parole à Enora qui va vous expliquer un peu le fonctionnement, notamment sur les questions. Bonjour à tous. Donc, je n'en ai pas pour longtemps, simplement pour vous expliquer qu'au niveau de l'interaction, donc avec Marine et Alicia qui vont vous présenter donc le webinaire d'aujourd'hui, il vous suffit de cliquer en fait sur votre propre bulle, ce qui permettra d'envoyer un message à l'ensemble du groupe, et comme ça, Marine et Alicia pourront donc répondre à vos questions. Voilà, bon webinaire à tous. Donc, du coup, Marine et Alicia, je vous laisse la parole. Merci Enora, merci à Minalogique, merci Philippe de nous accueillir. Voilà, donc pour vous présenter rapidement Oxygène, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une agence de conseil en communication et nous intervenons avec une dizaine d'agences en France, à Lyon, à Paris, et puis une agence à San Francisco, et nous intervenons depuis une dizaine d'années au CES pour accompagner des startups françaises notamment et américaines au CES, et pour vous mettre en valeur auprès des médias au CES. Donc aujourd'hui, l'objectif, on va vous présenter le CES en deux parties. La première partie, on va vous donner des conseils sur le CES, comment émerger. On va mettre un petit peu de contexte dans tout ça avec quelques chiffres. Et puis dans une seconde partie, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de la communication, pour vous dire comment on crée une liste de presse, qu'est-ce que c'est un communiqué de presse, quel est le bon planning de communication pour contacter les journalistes français et internationaux. Et puis évidemment Alicia qui travaille donc aux États-Unis pour Oxygène, mettra l'accent sur la différence entre les médias français et américains. C'est très important que vous le compreniez, l'anticipiez, pour que vous fassiez une belle communication au CES. Voilà. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous, on a... Moi, je t'entends très bien. Ouais. Je t'entends très bien. Et est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Donc, on va vous dérouler quelques slides où voilà, vous aurez les mots clés de cette présentation. Donc, Alicia, je vais te laisser te présenter. Oui, tout à fait. Alors, donc, moi, je suis actuellement à San Francisco. Donc, si vous entendez des bruits de sirènes ou de voitures de police, ça fera local. Coupez votre micro, ça fait du bruit. Voilà, donc je travaille chez Oxygène depuis plusieurs années et aux États-Unis également. J'avais travaillé en France aussi dans les PR, donc je vois bien la différence entre les deux continents et les deux manières de travailler. J'ai travaillé pour plein de sociétés, pas mal dans la tech, qui allaient de grosses entreprises à ici plus de nombreuses startups. Donc voilà, je suis bien au courant de tous les challenges qui sont liés à ça, et en particulier pour le CES et comment émerger sur une scène très surchargée où des journalistes américains ne connaissent pas les entreprises françaises et comment tirer son épingle du jeu dans ce cadre-là. J'ai aussi été à d'autres salons américains comme le South by Southwest qui se déroule à Austin. Donc voilà, l'idée c'est de vous aider. On fait beaucoup aussi de crowdfunding pour aider les entreprises. Voilà, c'est un peu le parcours général. Ok. Et moi, rapidement, pour me présenter, donc je suis Marine Lelièvre et j'ai quelques années derrière moi en agence RP orientée B2B et B2C. Donc je connais a priori pas trop mal vos problématiques. Si vous allez au CES, si vous avez été sélectionné par Minalogique, j'ai été cofondatrice d'une startup, NovaSyncs, qui est basée en PACA, et
Donc j'ai été exposante au CES pendant 2 années, au CES 2016 et 2017. Donc j'ai vécu ce que vous vous apprêtez à vivre. Donc voilà, on peut échanger aussi sur le retour d'expérience. Et j'ai rejoint Oxygène pour diriger un pôle start-up depuis 1 an et demi maintenant. Et donc je vais faire cette année en 2019 mon deuxième CES avec Oxygène. Voilà pour nos présentations. Donc, comme je vous le disais en préambule, le programme du jour, voilà, on va vous donner quelques tuyaux pour être visible au CES, des conseils de préparation, un planning de communication idéal, et puis ensuite on rentrera un petit peu dans le dur sur les outils de communication, le communiqué de presse, le dossier de presse, et comment répondre à une interview et comment réussir une interview. Voilà. Pour vous redonner un petit peu de contexte, je ne sais pas si vous avez ces chiffres en tête, mais je pense que ils sont importants. Il y a 3900 exposants, 184 000 visiteurs et 6800 médias. Donc, si on fait un pourcentage rapide du nombre de médias par nombre d'exposants, vous allez rapidement vous rendre compte que un journaliste ne peut pas faire tout le tour du CES, c'est impossible. D'autant qu'en plus les lieux d'exposition sont un peu partout dans Las Vegas. Il y a des gens qui sont à l'hôtel Venetian, au LLVC également, qui est à un quart d'heure en bus, et puis tout un tas d'exposants qui sont également dans les suites des hôtels. Donc capter l'attention des journalistes est particulièrement difficile, et en tout cas c'est comme tous les salons du monde, ça se prépare vraiment en avance. Et je vous ai préparé aussi quelques chiffres sur la French Tech. Donc 320 startups exposantes, principalement sur l'Eureka Park et Eureka Next, qui est l'étage juste au-dessus, en fait, au premier étage du centre expo. Et puis, ça c'est un beau succès, donc je suis plutôt fière pour la France. On peut faire un petit cocorico sur les Innovation Awards. Voilà, on est une nation qui est particulièrement primée. On pourra revenir pour ceux qui le souhaitent sur l'opportunité ou pas de faire des awards. Il est encore temps, je crois, de remplir vos dossiers si c'est pas le fait. En tout cas, si vous vous posez des questions, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra en fin de présentation, on fera une question-réponse. Donc voilà, n'hésitez pas sur si vous avez des questions. Donc la base pourquoi on participe au CES, c'est parce qu'on pardon. Ouais, non, pas de souci. Non, vas-y Marine, si tu veux. Ah, allô? Non, vas-y, pardon. Alors, donc la base en PR, alors ça peut paraître anodin, mais il faut bien y réfléchir parce que je sais que notamment en France, on a une espèce de vent d'enthousiasme pour le CES et qu'il faut presque faire le CES pour l'avoir fait, parce que ça fait bien, parce que tout le monde y va, etc. Mais en réalité, si on veut avoir un impact au niveau des RP, il faut vraiment réfléchir si c'est le bon salon et la bonne chose pour soi. C'est un salon avec beaucoup d'opportunités, mais il faut quand même être sûr d'assurer le minimum syndical, on va dire. Donc tout d'abord, c'est un salon très orienté B2C, donc les journalistes et les visiteurs, etc., seront intéressés par ces solutions en priorité. On peut étendre ça à du B2B2C, c'est-à-dire mon produit n'est pas à destination des consommateurs directs, mais indirectement ça va toucher les consommateurs. C'est un petit peu plus délicat, mais on a réussi à positionner des gens dans ce cadre-là et ça peut être intéressant. Mais voilà, la cible première, c'est vraiment pour le consommateur, des objets qui répondent à ce critère-là. Il faut aussi avoir quelque chose à montrer, comme tous les salons. On peut faire tous les beaux discours, c'est tout de suite plus concret si on a une démo qui tienne la route, quelque chose de concret, etc. Et aussi, j'ai une vision claire de mon objectif sur les prochains mois, c'est-à-dire une fois qu'on parle d'un projet à la presse, ce qui va les intéresser, c'est quelque chose de déjà planifié, avec une suite, avec soit déjà des clients, soit des clients prospectifs, bref, quelque chose qui est déjà cadré et où les intervenants, les visiteurs, etc. vont se dire, bon, on n'est pas
on n'est pas à l'étape d'une startup qui vient de sortir du garage, entre guillemets, et qui fait le salon un peu pour voir ce qui s'y passe, mais qui n'a pas de plan. Voilà, c'est un peu la base, je dirais, des prérequisites. Ok. Et enfin, pour redonner aussi un petit peu de perspective sur le CES, je pense que c'est important que vous ayez ce calendrier en tête. Le CES est un salon important parce que c'est le premier de l'année et ensuite il va être vous connaissez certainement tous ces salons, hein, le Mobile World Congress, le MEDPI, Vivatech, IFA, Slush. Et en fait, le CES correspond aussi au moment où les journalistes et aussi évidemment les distributeurs, puisque vous allez certainement au CES pour faire du business, mais c'est le début du shopping pour toutes ces cibles-là. Et en fait, donc les gens viennent chercher des innovations. Alors pour les retailers, ils vont détecter les innovations pour pouvoir les tester sur un calendrier qui est à peu près mars-avril pour passer des commandes et pour que vos produits soient en rayon entre mai et septembre, sachant que fin septembre, c'est la deadline pour que vous soyez prêts pour les ventes de Noël. Donc voilà, ça vous donne aussi cette perspective également business, et c'est valable aussi pour les journalistes qui viennent vraiment au CES voir les choses un peu waouh, les tendances, et qui vont s'en servir tout au long de l'année dans leur dossier, voilà, sur l'innovation. Donc on va passer, voilà, le CES, j'y vais quand j'y suis bien préparée. Je te laisse la parole, Alicia. Alors, donc on va commencer par la préparation en termes de communication. Donc je sais que ça c'est toujours quelque chose d'un peu flou si c'est votre première participation à un salon majeur ou voilà, c'est un salon si vous n'y êtes pas déjà allé, etc. Finalement, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui va être superflu? Parce que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous dire vous avez absolument besoin de ci, il faut prendre le package machin, etc. Donc voilà, de quoi avez-vous vraiment besoin? En termes de RP, donc d'abord il faut une story solide, c'est-à-dire qu'est-ce que je raconte comme histoire sur mon entreprise, qu'est-ce que fait mon produit, à quel problème il répond, ce genre de choses. Ensuite, j'ai des supports de communication qui sont prêts et qui sont surtout prêts en anglais. Donc il faut bien se mettre à la place de la personne majoritairement anglophone, mais surtout les Américains qui, eux, sont natifs, qui vont prêter une attention particulière à tout ce qui va être traduit de manière approximative, mais même au-delà de la traduction, est-ce que l'ensemble ressemble à quelque chose de style américain, ou bien est-ce qu'on sent que ça a été traduit en anglais britannique, par exemple, ou bon, tout n'est pas forcément impeccablement relu, etc. Parce que ce ne sont pas des natifs qui l'ont relu, donc il y a des choses qui sonnent un petit peu bizarres. Voilà. Donc toutes ces choses-là, il faut que ce soit vraiment très carré en amont du salon. Il y a aussi le fait de s'inscrire aux événements dédiés à la presse. Donc le salon offre une opportunité très intéressante dans l'événement Unveiled, qui est quelque chose qui se passe avant le salon en lui-même et qui n'est ouvert qu'aux journalistes. Donc c'est vraiment le coup d'envoi pour présenter son produit ou son service dans ce cadre-là et pouvoir se faire remarquer, parce qu'après, une fois sur le salon, la population va être très mixée et la portion de journalistes dans ces gens qui vont passer devant votre stand va être plus difficile à mesurer et en tout cas beaucoup plus réduite que pendant cet événement-là. On va aussi avoir les awards, les pitch sessions, voilà, donc vraiment penser à quels sont les événements auxquels je peux participer et en quoi ça va m'intéresser pour mon business, mon image, etc. Ça va être aussi contacter les journalistes accrédités en amont. Donc déjà réfléchir à quel type de support on veut contacter et même organiser les rendez-vous avant d'arriver sur le CES. En fait, la préparation chez nous commence très en amont.
Et de toute façon, c'est ce qu'il faut faire parce qu'il faut se dire que sur ce salon, les journalistes, dès qu'ils vont arriver, ils vont être bombardés de demandes et généralement, ils vont préparer leur agenda à l'avance en réservant des rendez-vous, etc., pour ne pas se perdre et être sûr de voir les entreprises qu'ils souhaitent et qui sont pertinentes pour leurs médias. Donc voilà, tout le jeu est de les avoir contactés en amont, de les avoir déjà un peu teasés sur ce qu'on peut leur montrer et après de les faire venir sur place sur le stand. Donc, en résumé, voilà, on est capable d'identifier au premier coup d'œil les journalistes qui vont nous intéresser et on est prêt à les pitcher en 30 secondes parce que généralement, il y aura très très peu de temps pour les convaincre sur ce qu'on va leur raconter. Donc ensuite, on a l'étape. Ouais, alors n'hésitez pas, moi c'est ce que j'avais fait. Pardon. Ouais, vas-y. Ah. Il y a un petit lag, je pense, entre la France et les États-Unis. Non, c'est simplement pour dire que pour identifier les journalistes sur place, n'hésitez pas à vous faire un petit trombinoscope, à aller sur les sites web, à imprimer la tête des journalistes que vous voulez absolument ne pas louper, et à distribuer ce trombinoscope à votre équipe. Et quand vous repérez un journaliste dans les allées, que vous soyez en mesure de l'identifier et puis de ne pas le laisser filer dans d'autres allées. Donc voilà, c'est un petit truc. C'est aussi intéressant de garder un œil ouvert dès qu'on voit des caméras qui se baladent, qui elles pour le coup sont en général assez visibles parce qu'elles sont portées sur l'épaule. Voilà, ça veut dire on se tient prêt, on envoie quelqu'un éventuellement pour leur proposer de passer sur le stand. Si tout le monde est occupé à parler avec quelqu'un d'autre qui arrive, on fait discrètement un signe où on se dirige pour qu'il y ait au moins une personne qui soit prête à intervenir parce que généralement, voilà, il y a un laps de quelques secondes où il va tourner la tête, passer devant le stand et il va décider est-ce que je m'approche, oui, non. Il sait que tout le monde va lui sauter dessus instantanément, donc voilà, il faut être le premier à être prêt pour se positionner dans ce cadre-là, sinon l'opportunité, paf, elle passe. Donc au niveau de l'event, on a une ouverture du salon qui se situe en général vers 9h, ça va durer jusqu'à 17h30. Les premiers jours seront bien sûr les plus importants et les plus intenses parce que on va avoir, c'est là que sont la plupart des journalistes aussi. Tout le monde est encore bien frais. On est très excité par l'événement, etc. Donc, il faut vraiment capitaliser sur ces premiers jours parce que la fin du salon va être beaucoup plus fatigante. En général, voilà, les derniers jours, on est un peu plus sur les rotules. Il faut aussi penser qu'il n'y a pas que les événements durant le salon. Il y a aussi tout ce qui est after hours, le cocktail, French Village aussi qui fait énormément de choses, d'où la présence, les soirées de retailer, donc ça c'est en fonction de vos différents produits, Indiegogo aussi, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont tourner autour des stands et qui vont vouloir rencontrer les jeunes startups prometteuses, des choses comme ça. Il va y avoir aussi quelques événements médias organisés par les grands titres. Voilà, donc on peut pas aller à tout. Donc, il faut déjà en avoir conscience et savoir comment on se répartit au sein de l'équipe pour qu'on puisse avoir un maximum d'informations. Ce genre de salon, c'est aussi idéal pour récupérer du contenu pour son site internet. Si on veut faire des tweets, on veut faire des blog posts, le CES, qu'est-ce que c'est, notre expérience au CES, etc. Enfin, c'est vraiment une opportunité pour récupérer du contenu en une fois et pouvoir le redistiller ensuite. Donc il faut réfléchir à cette partie-là également. Alors sur les stands, alors pour vous donner une idée, en fait sur le Recapark, je disais tout à l'heure, il y a 325 startups françaises, mais également toutes les délégations de startups européennes et chinoises également. Enfin donc c'est absolument gigantesque et vous allez voir en arrivant sur le Recapark que vous allez être
tout petit. Les stands sont vraiment pas, les stands sont pas très grands. Et l'objectif pour vous, c'est pareil, d'utiliser votre espace pour être visible. Donc utiliser des couleurs un peu flashy. Surtout, alors un conseil que je vous donne, c'est brandez-vous. Si vous êtes en équipe, si vous avez la possibilité d'avoir des t-shirts, des casquettes, de distribuer peut-être des tote bags. Enfin voilà, tout ce genre de méthodes un peu marketing qui font que les journalistes et que les distributeurs, les gens, vos interlocuteurs vont se souvenir de vous. Tout ça c'est vraiment bon à prendre. Donc il y a certaines startups qui mettent des stickers dans les allées pour indiquer la direction de leur stand. Faut quand même faire attention parce que vous avez peut-être dû vous apercevoir en naviguant sur le site du CES qui sont quand même assez vigilants et qui a un certain nombre de contraintes néanmoins à respecter. Mais voilà, soyez flamboyants. En plus, c'est Las Vegas, donc n'ayons pas peur de vous mettre en avant et d'être remarquable. Une dernière chose sur le CES, et ça vraiment je l'ai vécu, donc je me suis pas fait voler de données. Néanmoins, il y a comme tout salon des problèmes de sécurité et des gens qui viennent faire leurs courses. Et donc surtout méfiez-vous, utilisez de préférence des ordinateurs sur lesquels il n'y a pas de données sensibles. Si vous avez vos business plans ou autres documents qui ne doivent pas tomber entre d'autres mains. Voilà, verrouillez vos connexions, mettez vraiment des mots de passe parce que il y a des gens qui sont extrêmement doués pour en quelques secondes vous voler le contenu de vos données et l'espionnage industriel au CES comme ailleurs a lieu. Donc voilà, soyez avertis de ça et particulièrement vigilants lorsque vous serez sur place. Alors, ensuite, donc, quel média couvre le CES? Parce que c'est vrai qu'on se demande un peu, bon, vous vous doutez que la presse vient et elle vient nombreuse, comme on avait vu au niveau des chiffres au début. Mais après, quel type de presse vous pouvez rencontrer? Alors, au point de vue américain, on va avoir trois grands types, on va dire. On va avoir la presse généraliste, type Wall Street Journal, mais plutôt les rubriques qui vont concerner la tech. Mais bon, ils seront présents aussi, mais ils vont se faire un peu plus discrets, ils vont être très demandés, etc. Donc voilà, si on en voit passer un, il faut vraiment essayer de d'attirer son attention. On va avoir quelques télés. Donc là, CNBC, c'est un exemple de grosse télé, mais il y en a aussi des beaucoup plus petites, des chaînes locales, etc., qui sont intéressantes à travailler aussi. Et puis après, on va avoir les gros poids lourds de la presse tech, TechCrunch, Gizmodo, CNET, The Verge, etc., qui vont passer dans les allées. Et après, il va y avoir aussi une myriade de sites, de blogs, etc., de choses beaucoup plus spécialisées qui ne sont pas à négliger, qui sont très intéressantes aussi à travailler. Le seul point sur lequel aussi il faut garder un œil ouvert, c'est que vous avez aussi une catégorie à part qu'on va appeler Picassiette, qui s'intitule journaliste, mais qui en fait a récupéré un badge pour aller au salon plus ou moins gratuitement, mais n'a jamais l'intention de parler de votre produit. Donc on va y revenir après, mais voilà, il y a aussi des gens qui s'intitulent journalistes, mais qui ne sont pas forcément parmi les cibles les plus intéressantes avec qui il faut passer un quart d'heure, 20 minutes à essayer de le convaincre sur sa situation. Donc une des astuces, c'est de bien repérer les titres qui comptent et ceux dont on n'a jamais entendu parler, voilà, les traiter aussi, mais prendre ça avec un petit peu plus de recul. Je vais laisser Marine sur la partie française.
Sur la partie française, les rédactions qui envoient des journalistes sur place au CES sont plutôt des rédactions également tech. Donc on va avoir, par exemple sur le Figaro, on va avoir des gens comme Elsa Bambaron qui est spécialisée et qui travaille pour la rubrique innovation et start-up. Le Parisien aujourd'hui en France également, ça va être le journaliste innovation start-up qui va se déplacer. Sur les chaînes télé, alors on sera pas en 2019 sur une année électorale, donc on n'aura pas forcément beaucoup d'élus ou de ministres, quoique je dis ça, mais je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce sera pas les années fastes qu'on a connues lors des élections présidentielles dernières. Et donc, voilà, les médias télé que vous allez pouvoir croiser, voilà, avec France 2, TF1. Il y a quelques magazines qui font également des dossiers. Vous avez peut-être vu des dossiers comme Capital qui avait consacré un numéro spécial. Tout ça, ce sont des choses qui se travaillent vraiment en amont. On va y revenir. Et puis évidemment, vous aurez un certain nombre de presse spécialisées, type French Web, Numérama, des choses beaucoup plus tech, 01net, et également qui aura, je pense, encore cette année un studio de diffusion. Mais grosso modo, voilà pour la presse qui se déplace. Toutes les rédactions n'ont pas les moyens d'envoyer des journalistes sur place. Ça ne veut pas dire que d'autres journaux ne vont pas couvrir et parler du CES. Et j'en viens à la slide suivante. C'est pour ça. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Donc là, je vois dans le groupe message que vous aurez accès à la médias accrédités et leur reach. Ouais. Donc en effet, Philippe précise et il a raison, c'est un énorme fichier de 6000 noms. Donc tout le jeu consiste à trier cette liste et voir qui dans cette liste est intéressant, parce que vous allez avoir, il n'y a pas que la presse américaine et française qui se déplace évidemment, il y a la presse du monde entier, donc déjà filtrée par nationalité, localisation, ensuite sujet, de quoi est-ce qu'il parle, parce que vous allez avoir de la presse tech, ça peut couvrir un peu tout n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui tout s'intitule un peu tech, donc ça peut être dédié uniquement à la domotique de la maison, des services très très spécialisés. Donc voilà, tout le jeu va être de ne vous adresser en priorité qu'à des personnes qui sont susceptibles de reprendre votre message. Et ça, finalement, vous allez vous apercevoir que c'est pas 6000 personnes, ça va être une cible beaucoup plus réduite. Et c'est cela vers lequel il faudra concentrer tous ses efforts, plutôt que d'essayer d'arroser, entre guillemets, auprès d'un maximum de journalistes possibles, en se disant, bon, il y en a bien qui va reprendre, etc. Non, l'approche la plus maligne dans ce cadre-là, c'est de vraiment réfléchir en termes de cible, en termes de... si je suis à la place du journaliste, en toute honnêteté, bon, je suis sûre que mon produit il est génial, etc. Mais pourquoi j'ai intérêt à reprendre cette information-là et comment il va réussir à la traiter derrière dans son magazine. Hop, Marine, je te laisse, c'est bon. À part et d'autant que ce gros fichier XXL auquel vous allez avoir accès, et bien tous les autres exposants vont également y avoir accès. C'est-à-dire que ces pauvres journalistes vont avoir tout à coup des milliers d'emails de tous les exposants et des agences de com qui vont les arroser tous en même temps. Et donc là, c'est plus de 200 communiqués de presse qu'ils reçoivent par jour, mais en période de CES et de préparation de CES, à partir du moment où le fichier des médias accrédités est diffusé sur le site du CES, là ils en reçoivent quasiment 1000. Donc voilà. Pour émerger, c'est d'autant plus compliqué. Donc, on en revient, voilà, à la nécessité de contacter les médias en amont. D'abord, ça peut vous garantir des retombées et
voilà, de bien cibler vos journalistes, d'attirer leur attention, de nouer des liens avec eux. Et c'est quand on dit relation presse, c'est vraiment avoir nouer des relations avec des journalistes qui vont vous suivre, peut-être qui vous suivent déjà et avec lesquels voilà, ils vont suivre votre actualité, votre lancement commercial, votre levée de fonds, etc., ou plutôt dans l'ordre inverse. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif des relations médias. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les journalistes, qu'ils aillent au CES ou qu'ils le traitent depuis leur bureau, en tous les cas, ils vont faire un travail de sélection. Ils vont donner un angle à leur dossier. Et donc, tout l'intérêt pour vous, c'est d'avoir cette information-là, de les contacter, de savoir voilà comment ils vont traiter le CES cette année. Est-ce que ça va être une thématique particulière, et est-ce que vous rentrez dedans, et donc voilà, leur délivrer les bonnes informations. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, des médias comme M6, notamment, j'ai cet exemple qui me vient en tête, mais préparent leur CES très 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 longtemps en amont. Donc, si c'est un de vos objectifs, eh bien les journalistes, il faut pas les contacter au 1er décembre, mais vraiment en amont, et notamment là il y a le CES Unveil de Paris qui va bientôt arriver. Pour ceux qui participent, voilà, ça peut être un premier milestone de votre plan de conquête des médias. Donc pour pardon, excusez-moi. Donc pour créer votre liste de presse, justement, comment créer une liste de presse? Tout simplement, vous allez aller voir les sites web de vos médias, repérer les rubriques dans lesquelles votre produit pourrait apparaître, ou quelles sont les rubriques qui ont traité les années passées du CES, et puis repérer les journalistes qui ont parlé de start-up, de la French Tech, du CES, de l'Unveil, ou pourquoi pas de vos concurrents. Donc il y a vraiment un travail de curation de l'information à faire. On vous conseille de créer une liste média sur Excel. Alors c'est fait à la main. Néanmoins, ça prend du temps. Néanmoins, une fois que vous avez tout ça en tête, ça vous facilite énormément la tâche, parce que le jour où vous avez à contacter les médias ou à faire des relances téléphoniques, vous savez exactement à qui vous vous adressez. Donc voilà, c'est peut-être du temps un temps long à consacrer, mais vous verrez que quand vous ferez des relances, vous serez beaucoup plus à l'aise parce que vous connaîtrez parfaitement sur quoi écrit le journaliste, quelle est sa ligne éditoriale, etc. Et donc vous devez avoir son adresse email, son numéro de téléphone. Vous pouvez également le contacter sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. N'hésitez pas, soyez pas trop intrusif, parce que vous risquez de vous faire blacklister. Il faut rester dans une relation courtoise. Mais voilà comment faire votre liste de presse. Les journalistes accrédités CES, on en a parlé, donc vous allez, le CES va publier la liste des journalistes accrédités, donc vous aurez accès à tout ça. Et puis attention également, quand vous allez diffuser vos communiqués de presse, au décalage horaire. Et puis vous allez éviter également les lundis et les vendredis. Les lundis, c'est comme tout à chacun. Les lundis, on a une pile d'emails à déployer avant de se mettre au travail. Et les vendredis en France, les journalistes sont comme nous, donc c'est la fin de semaine, bouclage, donc votre communiqué de presse risque de passer un petit peu à la trappe. Donc préférez mardi, mercredi, jeudi en matinée, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt des bons créneaux pour. Alors j'ajoute aussi au niveau fuseau horaire qu'aux États-Unis, on n'oublie pas qu'il y a grosso modo 3 fuseaux horaires différents. On va avoir la côte Est, le centre, bon ça va moins vous intéresser parce qu'il y a beaucoup moins de bassins de journalistes, et vous allez avoir la côte Ouest.
Voilà, et chacun a son heure de prédilection. Enfin, voilà, il faut tomber dans la journée active de chaque personne, quitte à faire plusieurs envois localisés un sur la côte est, un autre sur la côte ouest, pour être pile poil dans le bon timing pour chacun. Si les gens ne sont pas encore arrivés à Las Vegas, par exemple, et que vous les contactez en amont et qu'ils sont encore dans leur rédaction, par exemple. Donc on vous a préparé un petit rétro-planning RP idéal. Donc idéalement, il faudrait que vous ayez travaillé vos messages, qu'ils soient validés, et peut-être que vous les ayez validés avec des tiers. Hein. N'hésitez pas à tester vos messages avec différentes cibles. Donc ça, c'est pendant voilà au mois d'octobre. Vous allez commencer également à faire ce travail curatif pour créer votre liste média, identifier les journalistes, sélectionner leurs contacts, et puis voilà, dernière semaine d'octobre à novembre, rédiger votre communiqué de presse, votre dossier de presse. Alors on reviendra un tout petit peu plus tard sur voilà comment on rédige tout ça, mais ça c'est voilà pour vous donner un petit peu le planning global. Donc on vous a indiqué voilà, la première semaine de décembre, CES, la case en jaune toute seule, là c'est la fameuse diffusion des journalistes accrédités. Et puis sur fin novembre, vous allez diffuser vos emails et faire des relances par email, par téléphone ou sur les réseaux sociaux comme je vous l'avais indiqué. Et puis voilà, vous allez l'objectif c'est d'avoir une conversation avec les journalistes, quelle qu'elle soit par email, qu'elle soit digitale ou en rendez-vous. Je pense que sur cette période-là, vous serez énormément à la presse locale notamment. Et puis, il va falloir que vous élargissiez à la presse nationale et internationale si c'est ce que vous visez, si c'est ce que vous targetez. Et puis l'organisation, voilà, la planification des interviews en France, sur place à Las Vegas. Et n'oubliez pas surtout, ça c'est très important, après le salon, le suivi. N'hésitez pas à remettre un petit mot aux journalistes si vous avez fait une interview à Las Vegas en lui disant est-ce que vous avez besoin d'un complément d'information, est-ce que vous avez besoin de photos, si jamais vous n'aviez pas eu le temps de l'envoyer, ou voilà, ou des journalistes que vous avez juste croisés et vous sans vraiment d'interaction, n'hésitez pas à les relancer gentiment. Voilà, parce que les dossiers sur le CES, il y en a vraiment jusque fin janvier. Donc n'hésitez pas à prolonger après votre retour de Las Vegas, à prolonger le contact avec les médias. Alors, on va passer sur la partie sur les journalistes pour vous faire un peu un petit portrait robot et vous donner une meilleure idée de ce à quoi il faut s'attendre. Donc le journaliste, alors, il y a on a tous un peu un avis sur les journalistes, etc. Ils sont pas impartiaux, ils ont très peu de temps, ils sont très occupés, ils sont multifonctions, ça c'est tout à fait vrai. Est-ce qu'ils sont indépendants, est-ce qu'ils sont rattachés à une rédaction, ils sont de manière générale noyés sur l'information, etc. Donc démêlons un peu le vrai du faux de ce qu'on a constaté sur place et de ce qu'on connaît tous les jours. Donc par exemple, il faut déjà bien prendre en compte leurs contraintes. La première, c'est la ligne éditoriale. Alors ça concerne de nombreuses choses. Ça peut être la ligne éditoriale en termes de thématique, bien sûr, mais ça peut être aussi géolocalisé. Un magazine qui ne va traiter que d'une région, si votre information ne concerne pas directement cette région, c'est-à-dire, oui, votre produit va être sur la France entière, mais en quoi ça impacte la région des Hauts-de-France, par exemple, eh bien, si vous ne pouvez pas le prouver, peut-être que ça ne sert à rien de contacter ce journaliste parce qu'il ne sera pas attiré par ce genre de contenu. Au niveau de la presse américaine, ça va être très simple. C'est généralement, le journaliste va vous demander est-ce que vous avez déjà des clients américains? Non, oui. Est-ce que si vous n'en avez pas, est-ce que vous avez déjà des velléités ou des potentiels clients? Oui, non. Et si à chaque fois votre réponse est non,
ah bah, directement, il va dire, bon, c'est intéressant, mais je vois pas trop comment je peux en parler à mon lectorat parce que ça va pas les intéresser, vu qu'ils vont pas pouvoir tester votre produit ou des choses comme ça. Voilà, ça pourra pas faire partie de la sélection. C'est aussi une course contre la montre. Eux, en interne, il va falloir qu'ils vendent leur sujet, qu'ils soient validés, qu'ils l'écrivent, etc. Donc, tout ce qu'on fait pour leur faciliter la vie, c'est des choses qu'ils vont vraiment apprécier. Donc, par exemple, si on met 2 jours à leur envoyer la photo alors qu'ils voulaient rendre leur article le soir même, qu'on n'a pas les bons éléments, etc. Bon, bah ça disqualifie tout de suite une entreprise de faire partie d'une sélection des best-of CES, par exemple. Il va y avoir aussi la concurrence des autres médias. Si The Verge a déjà parlé d'un sujet sous un angle particulier, bah, peut-être que TechCrunch va se dire bon bah non, moi ça m'intéresse pas, je vais pas traiter. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer aussi, c'est-à-dire voilà, je vous propose ce sujet à vous et pas aux autres, donc vous allez avoir quelque chose de plus que les autres. Par rapport à un communiqué tout bête, vous allez avoir accès à telle ou telle vidéo, matériel, sample, etc. Voilà, l'arbitrage de la conférence de rédaction, j'en ai déjà parlé, et ça va être aussi le choix des titres, les coupures dans le texte. En général, les journalistes ne disent jamais « Oh, j'ai trop peu écrit, il faut que je rajoute ». C'est souvent, voilà, il faut couper. C'est vrai pour la presse papier, évidemment, c'est vrai aussi en ligne. On va chercher des contenus qui sont très attractifs, etc. Donc ça, c'était pour leurs contraintes. Il y a aussi leurs attentes. Plus on va réussir à y répondre et plus on va avoir de chances que la relation se poursuive. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est une histoire. Voilà, quelque chose qui va plaire à leur lectorat, quel qu'il soit, très spécialisé ou très grand public. Donc, il va falloir adapter cette histoire en fonction de à qui vous parlez, évidemment. Les termes clés qu'il faut connaître pour se positionner comme un expert. De la nouveauté. Alors ça, c'est la difficulté. C'est qu'est-ce qui est nouveau aux yeux des journalistes, qui va pas forcément être la même chose que ce qui est nouveau pour vous en termes d'entreprise. J'ai une nouvelle version de mon logiciel. Ok, mais en quoi c'est nouveau? On a rajouté une efficacité de 10% et les clients sont très contents. Ça, par exemple, pour un journaliste, c'est pas forcément une nouveauté. J'ai une nouvelle version de mon logiciel de service qui permet de faire X, Y et Z fonctions qui changent complètement la manière d'envisager le marché, etc. Ah bah ça, peut-être que ça peut être une nouveauté, en effet. J'ai signé un gros contrat avec tel énorme acteur du retail qui va l'intégrer dans toutes ces boutiques. Bon, peut-être que là, on a quelque chose. De l'info à valeur ajoutée, précise et actualisée. Évidemment, bon, ça tombe un peu sous le sens. Ça va être aussi, on va chercher à qu'est-ce qu'on peut apporter. Tout le monde va envoyer un communiqué de presse. Qu'est-ce que je peux apporter moi qui va me différencier des autres? Est-ce que c'est au niveau du format? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un produit que je vais pouvoir faire tester, etc. Voilà. Comment je me démarque dans ce cadre-là et comment je colle à ce que le journaliste peut vouloir demander. Et bien sûr des chiffres. Les chiffres sont très intéressants parce qu'au-delà de parler de votre produit, ça peut être quelque chose qu'ils intègrent dans un autre article. Enfin, si vous avez une étude, par exemple, ou même un chiffre parlant, X% des Américains pensent qu'ils ont des problèmes de sommeil, mon produit répond à ce problème. Voilà, du coup, ah bah d'accord, pour répondre à un vrai problème, il y a un marché derrière, j'ai envie d'en parler. Des exemples, des cas concrets, des illustrations d'effets, etc. Et un peu de controverse. Alors ça, c'est à manier évidemment avec finesse, mais l'idée c'est si votre produit fait quelque chose que tout le monde fait déjà, ou etc. Bon, on va avoir du mal à trouver une accroche. Si on peut présenter quelque chose qui soit va un petit peu rebrousse-poil de la tendance, ou propose quelque chose d'un peu différent, où on a un porte-parole qui s'est déjà positionné sur des faits de société, etc. On s'en sert. C'est intéressant et on va s'en servir. Alors ça peut être des choses assez simples du style un titre de mail un peu accrocheur, un peu énigmatique. Votre lectorat ne sait pas comment faire X ou Y. Donc voilà, peut-être le journaliste va dire ah oui c'est vrai, bon peut-être réfléchissez titre BuzzFeed mais sans en faire trop quoi, des choses comme ça. Donc l'enjeu avec les États-Unis, c'est qu'il va falloir réfléchir à ça dans un contexte consommateur américain. Donc voilà, comme je le précisais avant, en quoi ça intéresse le consommateur américain. Les termes clés qu'il faut connaître
en anglais. Alors, je sais que c'est la maîtrise de l'anglais est souvent un peu une grosse cause de stress pour ce genre de salon. De manière générale, il faut vous dire, ce qui est important, c'est d'avoir un accent compréhensible. C'est pas grave si vous n'avez pas un accent d'Oxford ou de Chicago ou de New York impeccable, mais il faut que ce soit relativement fluide et qu'un interlocuteur puisse suivre la conversation correctement. Et il faut impérativement que vous connaissiez les termes clés, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous lancer dans une phrase, il va vous manquer un terme clé de votre business, et chaque business a son jargon. Et donc, du coup, vous allez faire une longue périphrase qui va prendre beaucoup plus de temps que si vous aviez eu directement le terme. Donc, vous pouvez vous faire une petite fiche que vous répétez, vous pouvez vous entraîner à pitcher entre vous en anglais, à pitcher si vous avez l'accès à une telle personne devant quelqu'un qui est anglophone. Comme ça, quand vous vous lancez face au journaliste à l'oral, qui est un exercice difficile, vous êtes prêt et vous savez que vous pouvez mobiliser et surtout vous avez la confiance en vous. Souvent, parler une langue étrangère, je sais parce que moi je travaille en anglais tous les jours, c'est pas tant avoir un vocabulaire incroyable et parfait sous tous les angles, c'est plutôt se sentir en confiance pour se lancer dans une phrase et savoir que vous allez retomber sur vos pieds et pour expliquer ce que vous souhaitez. Et puis, des repères, des exemples qu'ils connaissent. Voilà, si vous parlez d'une référence très franco-française à un journaliste international ou américain, ça va pas lui parler. Si vous pouvez faire un parallèle avec, on est le Uber de X ou Y industrie, voilà, sans en faire trop parce que tout le monde va avoir un peu tendance à faire ça, mais voilà, ça va les aider à éclairer un petit peu leur lanterne. Et d'ailleurs, c'est souvent eux qui vont vous dire, ah mais vous êtes un peu comme un tel, vous êtes un peu comme sans passer trop de temps à expliquer en quoi vous êtes différent, etc. Mais voilà, pas hésiter à leur faire, à les aider dans ce cadre-là. Et enfin, ce qui les irrite, alors aussi à prendre en compte, parce que c'est très important, le marketing. Là, vous n'êtes pas en train de répéter le speech très huilé pour convaincre vos consommateurs. Vous êtes plutôt dans une démarche où vous allez avoir une personne critique en face de vous qui va chercher, qui est de base plutôt pas intéressé par votre produit, il faut partir sur ce postulat-là, et qui va être très sceptique, parce qu'il sait que vous n'êtes pas impartial. Vous vendez ce produit, donc vous allez forcément lui dire que c'est génial. Donc, voilà, il faut bien garder ça en tête, et il faut trouver des arguments qui sonnent justes, et qui soient intéressants pour le journaliste, et qui se disent, bon, ok, au-delà du fait qu'il trouve son produit cool, il y a des choses intéressantes à raconter autour de cette thématique-là. Il faut éviter d'être trop jargonneux, il faut trouver un peu le juste milieu, en ayant les termes clés, mais en se mettant à la portée du journaliste qui soit connaît très bien votre industrie, donc vous pouvez utiliser les termes clés, soit ne la connaît pas du tout, donc du coup il faut plutôt pas trop en faire. Il faut se positionner dans un point de vue plus large du marché. Vous ne pouvez pas dire par exemple, nous n'avons aucune concurrence. C'est pas vrai. Vous avez forcément un service qui est déjà utilisé par les utilisateurs et vous venez en concurrence avec ça. Par exemple, Netflix dit nous, notre principale concurrent, c'est le sommeil. Donc voilà, on va lutter contre des choses comme ça. Donc pas de point de vue nombriliste. Les propos fades, on va chercher à pousser un petit peu, avoir quelque chose d'un peu différenciant. Donc si vous êtes moyen, surtout dans un cadre américain où on va avoir tendance à en rajouter un peu partout, on est les meilleurs, on est les plus forts, etc. C'est quelque chose que vous allez entendre et que vous connaissez si vous évoluez pas mal dans ces marchés. Et puis la langue de bois. Quand on ne sait pas, on va dire non, bah, on ne sait pas trop, on pense que, on va refuser de répondre à une question. Voilà, ça c'est des choses auxquelles on prépare aussi, mais à éviter de manière générale. Soit vous ne vous aventurez pas dans une thématique sur laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise, mais il faut éviter les propos vagues qui ne vont faire que les irriter. Voilà. Alors après, donc en résumé de ça, on va chercher à établir une relation win-win, qu'on va appeler comme ça, donc, où vous avez les entreprises qui cherchent à communiquer et les journalistes qui cherchent de l'information. Donc après avoir vu tout ça, on se dit mais finalement quel est leur intérêt à venir vous parler? Non, les journalistes ont un intérêt, ils ont besoin d'avoir de l'actu, ils veulent savoir quels sont le nouveau produit qui va faire un hit sur le marché, ils veulent être les premiers à en parler. Donc toute l'astuce est de créer ce que les Américains appellent le FOMO, le Fear of Missing Out, auprès des journalistes. C'est-à-dire, bon,
moi, je ne te harcèle pas, mon produit, il est vraiment super. Si tu trouves l'intérêt d'en parler, c'est très bien. Mais si tu le fais pas, bah, peut-être que ta concurrence va le faire à ta place et puis tu auras raté une super opportunité. C'est un peu ça ce que vous voulez créer comme atmosphère avec le journaliste. Et c'est ce qui est compliqué, évidemment. Alors, Les sources d'information du journaliste et vous allez comprendre aussi l'intérêt de travailler longtemps en amont et pas juste 15 jours, 3 semaines avant le CES, les journalistes lisent les dépêches des agences, hein, donc AFP, Reuters, pour ne citer que. Ils lisent également la presse, bêtement. Ils vont lire un petit peu les rubriques de leurs concurrents et pas seulement. Donc ça peut arriver que même assez souvent que vous ayez décroché une interview radio et que derrière vous ayez un certain nombre de journalistes de la presse écrite qui vous contactent. En général, c'est plutôt d'abord audiovisuel et après la presse écrite. Twitter également, les réseaux d'experts. Si vous avez dans votre board peut-être des gens qui ont un certain niveau d'expertise ou qui sont des influenceurs, peut-être que publier un certain nombre de posts avant le CES, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, ça peut être intéressant. Et un journaliste pourrait repérer votre startup, votre produit et chercher à vous contacter. Les communiqués de presse, évidemment, avec les conférences de presse, les études et sondages, et évidemment, last but not least, les salons. Alors, on vous a fait un petit point sur les différences entre les médias américains et les médias français. Vous allez voir que les points de vue et les attentes sont complètement différentes. Alors, je vais être impolie, Alicia. Je commence par les médias français. Les journalistes français sont très en attente de savoir si vous êtes crédible. Est-ce que vous avez de l'expérience? Vous annoncez que vous allez lancer une innovation incroyable sur votre marché, que vous êtes les premiers à le faire. Les journalistes, comme les investisseurs, un peu, si je peux me permettre ce parallèle, vont savoir si vous avez une équipe derrière vous qui est solide. Ça compte aussi pour les convaincre de se dire tiens, ces entrepreneurs-là, faut vraiment que je les suive parce que non seulement ils ont une expérience plutôt solide derrière. Ils ont vraiment de la suite dans leurs idées et leur produit a l'air vraiment plus que prometteur. Donc le journaliste français va commencer déjà à chercher à gratter un petit peu dans l'équipe, savoir qui vous êtes et s'assurer de votre crédibilité. Évidemment, ils aiment bien les gens ambitieux, mais pas les gens arrogants. Ça, je trouve que c'est assez français. Je vous l'explique pas. Voilà. Et puis ils adorent qu'on leur demande leur avis. Alors c'est un petit truc, mais vous pouvez poser des questions pendant une interview, pendant un entretien avec un journaliste. Posez-lui des questions. Tiens, est-ce que vous avez vu telle ou telle innovation et vous avez déjà écrit sur tel marché, vous avez déjà fait un papier dessus. Ah bon, mais votre avis m'intéresse. Ça, ils adorent. Faut un tout petit peu, non pas les flatter, mais en tout cas demander leur avis et souvent ils voyagent pas mal, ils voient beaucoup d'entrepreneurs et leur avis peut être franchement intéressant. Évidemment, ils vont chercher à comprendre comment votre produit marche. Si votre produit ou votre service était made in France, tant mieux, vous marquez des points. Et le storytelling, même si on est peut-être moins fort que nos amis américains là-dessus, ça peut être des vrais coups de cœur. On a accompagné il y a quelques années chez Oxygène Senswake qui était un jeune entrepreneur qui avait 19 ans
et qui a commencé dans son garage chez ses parents. L'année, il était en première à l'époque, et en fait, les journalistes sont tombés amoureux de cette histoire, de ce jeune homme là qui se lançait, qui arrivait à Las Vegas au CES, et donc il a eu énormément de couverture média. Ça peut être des petites choses comme ça sur votre vécu, sur votre passé. En tout cas, il faut pas jamais mentir, mais voilà, essayer de raconter une histoire qu'on a envie de suivre et qu'on a envie d'écouter. Le storytelling, c'est ça. Alors, on va passer sur la partie américaine. Juste avant, micro aparté. Alors, je vois qu'on est déjà bien long sur le temps, donc vous nous dites si on a hard stop. Sur la relation avec les journalistes, quelque chose que j'aurais dû souligner aussi dans cette partie, c'est on a tendance à considérer la relation de manière très utilitaire. Je lui ai parlé, je lui ai consacré 5 minutes. Bon, c'est sûr, il va me faire un article, la relation s'arrête là. Alors que, en réalité, la relation journaliste, si elle est bien faite, déjà vous avez même un simple feedback de ce journaliste qui est un expert du domaine, c'est déjà quelque chose à valoriser et d'intéressant. Si vous avez un bon échange et qu'ils se sont suffisamment confiance, peut-être qu'il va vous dire, écoutez, pour être honnête, je trouve ça intéressant. Je vais pas traiter parce que j'ai pas de sujet en lien avec ça et c'est pas suffisamment une actualité pour que je puisse en traiter. Mais ça m'intéresse. Et ça, c'est pas à négliger. Souvent, on va considérer des métriques du style combien d'articles sont tombés sur ma société, etc., qui sont importantes, mais qui ne font pas tout. Il faut aussi réfléchir à, voilà, ce journaliste-là, je l'ai pas convaincu complètement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon discours? Et est-ce que je peux pas essayer, la prochaine fois que j'ai changé un peu mon discours, de le convaincre? Peut-être que du coup, je vais voir ce qui marche pas, etc. Voilà, donc il faut vraiment tout bien garder en mémoire et en tête et noter au fur et à mesure d'ailleurs. Moi, pendant le salon, j'ai un petit cahier, par exemple. Dès que je récupère une carte de visite, je l'agrafe dans le cahier et je mets des notes au maximum pour me souvenir. Journaliste blond, aux yeux bleus, qui m'a posé telle question, qui m'a demandé où est-ce que j'habitais et on a échangé une adresse de restaurant. Des détails vraiment très concrets qui font que la prochaine fois que je vais parler avec lui ou lui envoyer un mail, je vais être capable de me rappeler de ça et peut-être d'y faire allusion. PS, j'ai trouvé ce nouveau resto, c'est top, etc. C'est comme ça aussi qu'on construit la relation sur le long terme et où c'est pas juste un échange purement utilitaire où le journaliste, bon, bah oui, peut-être que vous allez le relancer suffisamment, faire bon, je vais finir par faire un article, c'est vrai que c'était intéressant, etc. Mais ça va pas aller plus loin que ça. Ce que vous voulez, sur le long terme, c'est plutôt une relation vraiment intéressante où vous allez avoir du feedback. Donc, pour la partie américaine, je ne vais pas trop m'étendre parce que finalement j'en ai pas mal parlé dans les slides précédemment, mais il y a vraiment ce côté America First qui est très 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 important. Il faut partir du principe que vous veniez de France, d'Ouzbékistan ou de n'importe où ailleurs, pour eux, vous n'êtes pas américain, c'est donc un handicap. La French Tech est connu de certains, c'est vrai, mais la grande majorité n'est pas forcément très favorable à la French Tech. Soit il n'en a pas entendu parler, soit il considère que c'est de l'orgueil européen, mais bon, le vrai marché pour eux, c'est les États-Unis, et tant que vous n'avez pas fait vos preuves aux États-Unis, ça ne compte pas. Voilà, grosso modo. Donc tout ce que vous pouvez prouver, leur prouver, leur mettre en avant comme quoi vous êtes en effet pertinent sur le marché américain, il faut le mettre en avant. Au point de vue de la présentation de produits, ça veut dire on va aller simple, on va pas essayer de présenter les 17 fonctions, etc. On va éviter le langage d'ingénieur, voilà, et le storytelling qui est très important. Voilà. Sans rentrer trop dans les détails. Donc on va passer assez rapidement sur la partie communiqué de presse. Je vais essayer d'être efficace. Je pense que de toute façon, vous êtes tous plus ou moins frottés à l'exercice. Voilà, donc bien mentionner la date, le logo, le fait que c'est un communiqué de presse, bien travailler son titre, c'est la chose sur laquelle je passe généralement le plus de temps. Le sous-titre et bien garder en tête que généralement les journalistes ne vont lire peut-être que le titre, que le sous-titre ou que le premier paragraphe, donc il faut que ce soit
très 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 pertinent. Donc on va avoir le chapeau avec la synthèse de l'information principale, une photo d'illustration, surtout dans le cas des journalistes américains, ça sert à rien de les noyer dans plein de photos. Les communiqués américains sont très simples au niveau du design également. On va pas partir dans des choses trop compliquées qui vont ressembler plus à un flyer qu'à un communiqué de presse, chose qu'on ne fait pas en France, on fait des choses un peu plus travaillées. Et bien sûr comporter un à propos et les coordonnées d'une personne à contacter. Au niveau de la structure, on va être sur, comme je le disais, le plus important en haut. On va aussi réfléchir à quel problème je réponds. Et ça doit vraiment être quelque chose qui vous occupe principalement dans l'explication. Certes, vous allez parler de votre produit, en quoi il répond, mais est-ce qu'il y a un problème et est-ce que j'y réponds? Et en quoi j'y réponds et en quoi j'y réponds mieux que mes concurrents? Ça doit être ça le cœur de votre propos pour que ce soit un communiqué pertinent. Sur la partie Media Kit, tu veux que je fasse dessus? Alors, sur le ou bah comme tu veux. Bah, écoute, je vais. Alors sur le dossier de presse, il y a beaucoup de startups qui me demandent en général si il en faut un ou pas. Moi, je vous conseille d'en faire, de faire un dossier de presse. Vous le mettez en ligne sur votre site web en français, en anglais, et en fait, alors qu'est-ce que c'est un dossier de presse? C'est l'information de base sur votre histoire, votre équipe, sur le produit, sur la présentation de vos partenaires ou de votre board, et puis vos perspectives de développement. Donc 4-10 pages, essentiellement des photos. Le Media Kit sert aussi à donner, à transmettre un petit peu votre ADN, à raconter un petit peu qui vous êtes grâce aux photos que vous allez utiliser. On va peut-être mieux vous percevoir. En tout cas, c'est un document très utile pour les journalistes qui préparent des dossiers et qui ont besoin de plus de matière que sur un communiqué de presse. Donc, on va un petit peu plus dans les détails. Et puis, on va joindre dans le dossier de presse ou dans le Media Kit, vous allez mettre des photos en des photos produits HD que les journalistes vont pouvoir télécharger pour illustrer leurs articles, et des portraits, des photos, voilà, des speakers. Voilà, donc ça, vous pouvez mettre ça sur votre site web. Vous pouvez également le distribuer en même temps que le communiqué de presse sur une clé USB. Ça peut être aussi un des petits goodies dont on parlait tout à l'heure, que vous pouvez distribuer sur votre stand. Surtout, pas d'impression papier. Si chaque journaliste repartait de chaque stand avec un dossier de presse, un communiqué de presse, à la fin de la journée, ce serait monstrueux, et à la fin des 4 jours du CES, je vous laisse imaginer. Je pense qu'un journaliste français, sa valise dépasse largement les 22 kilos autorisés, donc ils ne prendront pas d'informations, ou très peu. Privilégier plutôt les solutions digitales, ça marche très très bien, et un journaliste qui a besoin de mettre son papier en ligne un quart d'heure après vous avoir parlé, parce qu'il va aller en salle de presse, en press room, il aura toutes les informations à sa disposition. C'est largement suffisant. Voilà. Alors, on va revenir donc sur le dernier outil de communication donc pour avoir besoin au CES, c'est l'interview. Donc pour réussir à l'interview, la première, si vous ne connaissez pas le journaliste, s'il s'est présenté sur votre stand spontanément, qualifiez. N'ayez pas peur de demander des précisions. Vous êtes quel média, d'accord, et vous écrivez pour quelle rubrique, ça va vous donner une idée. Et pourquoi pas de poser la question aussi sur quel est votre lectorat. Ça va totalement orienter votre discours et faire que votre interview sera diffusée ou sera réussie ou pas. Donc vraiment, n'ayez pas de peur de passer cette première étape de qualification. Et puis préparez vos messages clés. Ça, vous les aurez préparés en amont avec des phrases simples et factuelles, notamment pour
des médias télé et radio, où là le temps est très très court. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, où, quand, comment. N'hésitez pas surtout dites votre nom, le nom de votre produit, la marque, c'est très important. Donnez quelques chiffres qui vont parler au lectorat du média, et puis voilà, des choses très courtes. Évidemment, entraînez-vous en français, en anglais devant votre miroir. Je pense qu'avec Minalogic, vous allez être entraîné au pitch, mais il faut faire l'exercice 2 fois, 50 fois, 100 fois avant d'être bon. Donc voilà, répétez. Vous avez jusqu'au mois de janvier pour être bon. Alors qu'est-ce que c'est un bon message? Bah, très rapidement, c'est de répondre à un besoin en ayant bien ciblé pardon, bien cibler le lectorat qui va recevoir votre message, être lisible en utilisant des mots très simples, voilà, et avoir de la force de conviction, et puis alors faire face aux situations difficiles. La situation difficile, ça peut être le journaliste qui vous parle de vos concurrents. Alors les gens qui sont pas très entraînés passent sur 5 minutes d'interview, en passent 3 à parler de leurs concurrents. Donc ça c'est un vrai piège. Il faut que vous fassiez la liste des questions pièges et que vous trouviez des réponses en une ligne, en une phrase. Il faut vraiment balayer les choses qui vous agacent ou qui pourraient vous agacer. Voilà, sachez balayer ces sujets en une phrase, de façon extrêmement courtoise, évidemment. Mais voilà, il faut que l'essentiel de l'interview soit consacré à vous et à votre message. Évidemment, on va s'adapter. Plus le public est large et plus les idées doivent être simples. Si on fait une interview sur Europe 1, Madame Michu ne va peut-être pas comprendre des problématiques de logiciels, etc. Par contre, elle va très très bien comprendre en quoi ça impacte son quotidien, et c'est à elle qu'il faut s'adresser. Et surtout, il faut lui dire à cette Madame Michu comment elle va pouvoir vous retrouver, à partir de quand. Donc, vous pouvez très bien lui glisser dans votre message, dans votre interview, en disant à Noël prochain, on sera commercialisé en France, et voilà, et ça fera un très beau cadeau de Noël. Inconsciemment, vous allez, voilà, vos auditeurs qui auront été intéressés par votre message, ça va rester. Donc voilà, donc il faut adapter votre discours, et puis évidemment, si vous vous adressez à un 01 net ou à un Uber Gizmo, vous allez rentrer un petit peu plus dans les détails de la conception de votre produit ou de votre service. Alors l'année dernière, on a eu des clients qui ont fait des choses assez sympas. Vas-y, Lucien. Oui, donc on l'a dit en préambule, pas de papier, sauf pour les sacro-saintes cartes de visite. Alors nous, on recommande d'en amener, donc vous pouvez amener vos cartes de visite classiques, mais surtout maintenant ça coûte pas une fortune. Préparer des cartes de visite spécialement pour le CES peut être une bonne astuce. Donc là, vous avez 3 exemples. Vous en avez notamment un avec un QR code que les journalistes pouvaient scanner pour accéder directement au Media Kit ou à l'application, etc. Ça peut être vos réseaux sociaux, si vous en avez un en particulier que vous voulez mettre en avant et qui est particulièrement pertinent, vous pouvez le mettre sur cette carte. Et ça peut être aussi pour les personnes de votre équipe, parce que des fois vous allez avoir des gens qui ne font pas d'habitude partie de votre équipe, mais qui vont venir renforcer vos équipes. Donc pensez aussi à eux pour qu'ils puissent être brandés et visibles dans ce cadre-là. Restez simple, logo, identité graphique avec un petit visuel du produit éventuellement. Voilà, réfléchissez à ce genre de support que soit les journalistes vont pouvoir prendre en photo, soit emmener avec eux. Et qui auront le cœur de l'information avec eux, ça peut être intéressant. Alors, eh bien, je crois que nous en avons fini pour la présentation. Qu'est-ce que cela vous évoque? Vous avez des
particulières, des cas de figure que vous aimeriez qu'on Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je pense il nous reste un peu de temps pour quelques questions, s'il y avait des questions dans l'assistance. Vous pouvez éventuellement nous les envoyer soit prendre la parole si ils ont l'autorisation. Oui, ils ont l'autorisation, me dit Enora. Soit nous les envoyer éventuellement en chat. En attendant les premières questions, donc juste 2 précisions. Donc effectivement, il y aura d'autres sessions de formation qui vous aideront justement à répéter votre pitch et à l'adapter au CES, parce que vous savez tous pitcher, mais le CES c'est tellement particulier que voilà. Et puis également 2 ou 3 autres sessions sur votre présence sur les réseaux sociaux et puis votre présentation virtuelle, on va dire, donc tout ce qui est site web, page produit, etc., etc. Questions? Pas de questions. Je pense que vous avez été super comment on va dire, clair et surtout exhaustif, parce que c'est très très rare de ne pas avoir de questions devant cette assistance-là. Donc merci beaucoup. Merci à Global de nous avoir hébergé et puis fourni l'outil qui est quand même assez sympa. On diffusera également un replay de la session. Est-ce qu'on peut diffuser votre support